Bonjour à tous, vous êtes sur Rivage, Rive est à la page, l'émission littéraire de Rive de Gier, sur Rive FM, toujours plus proche de vous. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Françoise Chapelon. Françoise est romancière. Elle a écrit 4 thrillers que je vous propose et qui sont sur la table. Dors mon ange, Sous le lierre, Le germe du mal et le tout dernier, Trop fragile. Il s'agit d'une série, on suit le même personnage, Camille Lorcet, qui est à la tête des brigades de recherche de Montbrison. Alors on est ravis de vous accueillir, Françoise. Je crois que vous avez commencé l'écriture de cette série vers 2014. Ça a été publié à partir de 2015, donc c'est tout récent. Avant cela, vous étiez enseignante. Est-ce que c'est un projet qui vous tenait à cœur depuis très longtemps, ou bien est-ce que ça a été une décision plutôt subite de changer de voie, de profession et de se mettre à l'écriture? Alors bonjour, merci de m'accueillir. Oui, j'ai commencé en 2014, j'étais enseignante auparavant. J'ai quitté l'enseignement en 2011. Alors pas pour écrire, en fait, j'ai arrêté l'enseignement simplement parce que je pense que j'avais fait un petit peu le tour de la question et que j'avais envie de passer à autre chose. J'avais quelque part en tête, oui, l'idée d'écrire quelque chose, peut-être, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. J'avais jamais écrit de fiction, en tout cas. Et comme à ce moment-là, j'avais des enfants qui étaient encore assez jeunes, ma plus jeune devait avoir 7 ans, et que je leur lisais beaucoup d'histoires, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas écrire des histoires pour les enfants? Et puis en fait, je me suis aperçue que l'inspiration ne venait pas du tout. Donc j'ai laissé tomber, et puis je continuais l'enseignement en donnant des cours particuliers. Donc pendant quelques années, j'ai continué comme ça. Et puis je me suis mise à lire du polar, comme ça, par hasard. Je n'avais jamais lu de polar, et je me suis lancée dans le polar sans connaître du tout ce genre-là. Et j'ai trouvé ça génial, vraiment. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ce qui me correspond. Et il se trouve que j'ai lu les romans de Camille Alekberg qui ont provoqué un vrai déclic chez moi. Et là j'ai dit, c'est ça que je vais écrire. Voilà. D'accord, là, c'est pas du tout pour les enfants, effectivement. Non, du tout, c'est vraiment non. Mais bon. Donc le déclic est venu de la lecture de ces romans, donc d'une Suédoise qui a une série également avec Erika Falk et qui mène l'enquête aux côtés de Patrick Edsom qui est son compagnon. Cette idée-là, on la retrouve puisque votre personnage finalement, Camille Lorcet, a les mêmes initiales que Camille Alekberg. Alors ça, vous me le faites remarquer, mais c'est vrai que c'était pas volontaire. Camille, si, bien sûr, le choix du prénom de mon héroïne, c'est vraiment un clin d'œil et un hommage quelque part à Camille Alekberg. Le fait que son initiale, son nom soit Lorcet, que ça commence aussi par un L, là par contre c'est plus, le clin d'œil il est plus par rapport, j'ai fait un petit mélange entre ma ville d'origine, qui est Lorette, d'accord, tout près d'ici, et l'endroit où je vis aujourd'hui. Voilà, j'ai pris le début et la fin de ces deux endroits. Et c'est magnifique puisque du coup cette fabrication-là fait qu'on s'y retrouve et on y voit encore un clin d'œil, donc un hommage comme vous le disiez. Alors les romans de cette Suédoise se passent dans une région, alors je vais sans doute mâcher les mots, mais je crois que c'est Fjällbacka. Oui. On va dire comme ça. Les vôtres se passent à Montbrison. Pourquoi avoir choisi cette ville comme trame de fond? Alors, je vis dans la plaine du Forêt, je vis tout près de Montbrison aujourd'hui. Et il se trouve que lorsque j'ai eu le désir d'écrire des romans policiers, j'avais pas vraiment l'idée que ça se passerait à Montbrison. Mais j'ai suivi un petit peu la trajectoire de Camille Alekberg, c'est-à-dire que j'ai voulu quand même rencontrer aussi des vrais gendarmes, avoir des vraies infos, voilà. Et je suis donc allée à Montbrison rencontrer les gendarmes du territoire. Et il se trouve qu'après la rencontre que j'ai eue avec la capitaine Baudry, je peux la citer parce que c'est elle qui m'a suivi, qui continue de me suivre et avec qui maintenant j'ai des rapports amicaux. En fait, quand il s'est agi de trouver un lieu pour l'action, en fait, j'ai pas réfléchi plus que ça, quoi. C'était évident que ça se passerait dans notre région où ce sont des décors qu'on connaît, c'est un endroit. J'avais envie d'un endroit, une ville ou un village, quelque chose à taille humaine. À taille humaine, toujours plus proche de chez vous. Et qu'on connaît. Et puis c'est aussi
une façon quelque part de mettre un éclairage sur sa région. Et moi, aujourd'hui, je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix. D'accord. Et la brigade de recherche, du coup, existe? Alors, la brigade de recherche, j'ai découvert, puisque ce n'est pas forcément quelque moi, chose de très j'étais connu. prof d'anglais, j'étais pas du tout là dans le milieu des enquêtes criminelles ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, quand je suis allée à Montbrison, je cherchais la police, je voulais rencontrer les policiers, sauf que voilà, en campagne, c'est la gendarmerie. Donc, ce sont les gendarmes que j'ai rencontrés, et il se trouve que la brigade de recherche, ce sont les gendarmes qui font des enquêtes criminelles. Et pas toujours des disparitions et des recherches. Oh, pas toujours, non. Non, parce que parfois il s'agit d'un meurtre à élucider dans vos romans. Dans mes romans, oui, ça peut être. Ça peut être bien sûr de traquer quelqu'un avant que l'irrémédiable ne soit commis et donc de sauver une personne qui a disparu, mais pas toujours. Donc ça relève aussi de leur champ de compétences. Oui, bien sûr. De toute façon, ce sont des enquêtes de police judiciaire. Donc ce sont des officiers de police judiciaire qui enquêtent en civil. Et quand Patricia m'a parlé de cette brigade de recherche, ça m'a forcément très intéressée. Je suis allée les rencontrer également. Il se trouve que son mari était aussi à la brigade de recherche. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré les vrais et puis l'écriture après. Et les vrais qui sont derrière les personnages. Donc Camille, par exemple, qui est adjudante, elle a vraiment dans notre vie un modèle, quelqu'un qui la représente, dont on ne citera pas forcément le nom. Non, c'est une création. Non, c'est une création. C'est Camille. J'avais envie d'une enquêtrice. Déjà, pourquoi une enquêtrice? Je ne sais pas. Je me suis pas non plus posé la question. Ça a été une femme, ça aurait pu être un homme. Mais bon, il se trouve que ça a été une femme. Non, c'est un personnage que je voulais pas créer un personnage parfait, surtout pas. C'était pas quelqu'un d'absolument magnifique qui réussissait tout. Au contraire, c'est plutôt une femme qui a aussi non seulement une histoire un peu difficile aussi, une histoire personnelle difficile, mais aussi qui peut se prendre les pieds dans le tapis facilement. Enfin, c'était un petit peu une Bridget Jones que j'avais envie de... Voilà. Donc, c'est pas inspiré d'un personnage réel, c'est en fait un petit mélange de différentes choses. D'accord. Qui viennent plutôt donc, de vos lectures ou plutôt de vous-même? C'est une sorte d'alter ego, quelqu'un qui vous ressemble, ou une petite sœur un peu déjantée des fois, un peu rigolote? Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Il y a forcément un petit peu de moi dans ce qu'elle est, mais c'est pas moi du tout. Elle court beaucoup, je ne cours jamais, donc c'est pas moi. Mais il y a un train qui est effréné, c'est normal. Et puis les 4 livres se passent en moins d'une année, puisqu'elle arrive à l'automne, ensuite on a Halloween, puis Noël. Oui, c'était un petit peu. Ouais. On suit vraiment les personnages sur une année pratiquement complète, et tout se passe en un temps précipité au final. C'est vrai. Oui, c'est vrai. L'enquête sur une ville à hauteur humaine. Voilà, tout à fait. Et par contre, dans son entourage, quelqu'un comme Devasco, non, il n'y a pas à la brigade de recherche quelqu'un qui pourrait dire non, il me ressemble, parce que pour le coup, lui, il accumule un peu toutes les caricatures. C'est pour ça qui n'en fait pas une et qui engrange tous les honneurs. Ouais, c'est ça en plus. J'avais vraiment envie de créer un personnage caricatural. Alors. Non, j'ai pas voulu m'inspirer de quelqu'un, parce que c'est le risque d'après de... Personne ne se reconnaîtra. J'espère. À part dans le dernier, alors c'est drôle parce que dans le tout dernier, on m'a fait la remarque justement, mais j'ai bien reconnu que c'était... Avec Ortega. Ouais. Et il se trouve que effectivement le mari de Patricia, donc, qui était capitaine, ils sont à la retraite maintenant tous les deux, il était aussi capitaine de gendarmerie, et il y a un petit peu de lui, oui, c'est vrai. D'accord, vous êtes peut-être un petit peu inspiré. Moi je pensais davantage que c'était une inspiration qui venait de Camille Lagbert, parce que Devasco faisait vraiment penser à un de ces personnages qui justement était là pour montrer qu'il attirait toute la gloire sans avoir rien fait finalement, en regardant les matchs de télé, en se moquant de tout le monde. Oui, c'est vrai que du coup j'ai forcément été inspirée les interviews, etc. Mais donc ce petit noyau fonctionne très bien, et sur une année on suit donc le parcours de Camille qui arrive à Montbrison, qui revient du coup pour raisons personnelles, puisque un drame s'était produit, elle avait perdu son papa qui lui-même était dans la police, et on sent du coup qu'il va falloir... La gendarmerie, excusez-moi. Il va falloir dépasser ce traumatisme et essayer de comprendre un peu ce que sa mère lui cache et ce que la situation de famille essaye d'étouffer. Et puis, petit à petit, donc, elle a cette aventure avec son voisin Yann, qui lui est papa du petit Lucas, et on suit leur parcours et leur vie de couple.
Et on la voit progresser d'un livre à l'autre. Et je me posais la question de savoir si en fait tout était écrit d'avance, c'est-à-dire si ça avait été pensé. Dans le premier tome, c'est son retour à Montbrison. Dans le deuxième tome, par exemple, tel événement de sa vie privée. Dans le troisième, elle découvrirait tel élément davantage sur autre chose concernant sa jeunesse. Ou bien si ça venait au fur et à mesure, suivant l'inspiration, parce que les personnages ont leur vie. Là, je vais peut-être choquer des gens, mais je n'écris jamais à l'avance ce qui va leur arriver dans leur vie personnelle. Ça vient tout seul. C'est vraiment, à part, bien sûr, forcément, quand elle revient dans sa région, qu'elle prend en fait ses fonctions à Montbrison, là où son père était lui-même gendarme et est mort 20 ans auparavant sans qu'elle sache dans quelles conditions. Et voilà, comme vous l'avez dit, on lui cache des choses et elle a envie, pour lui cache, puis elle a envie de savoir forcément. Mais l'aventure avec Yann, le développement de cette aventure, tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut en découler, je n'écrirai jamais avant. C'est vraiment quelque chose, c'est au feeling. L'histoire s'écrit toute seule. J'ai presque parfois l'impression vraiment que ça s'écrit tout seul. Et que je lis en fait l'histoire que j'écris. Enfin, comme si les personnages avaient pris vie et que ça soit eux qui c'est exactement ça. Moi, à partir du moment où je commence à écrire une histoire, à partir du moment où j'ai donné un nom à un personnage et j'ai commencé à écrire une phrase, ça y est, il existe et ça se déroule tout seul. Et alors que je pense que je pourrais avoir écrit sur le papier, fait une liste de je voudrais qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, et au final il n'est pas du tout comme ça. Parce que ça ne se déroulerait pas suivant le plan. Donc ça veut dire que ce qui est planifié, c'est vraiment pour chaque intrigue, la partie crime et le contexte, le thème à aborder, etc. Et le reste, on suit les personnages qui en gros mènent leur vie et qui évoluent d'un livre à l'autre sans pour autant que ça ait été forcément pensé. À part peut-être la disparition du petit Lucas qui est à la fin d'un des livres et qui entame le suivant, où on sent quand même qu'il y a un twist et une sorte de transition d'un livre à l'autre. Il faut les lire dans l'ordre malgré tout. Alors, si on veut les lire tous, forcément, c'est mieux de les lire dans l'ordre. Après, si on veut n'en lire qu'un, on peut très bien ne lire que le dernier. Voilà, on peut. Mais c'est vrai qu'il y a une petite chronologie. On peut pas, je ne vais pas dire le contraire. Forcément, dans les aventures personnelles des enquêteurs, il se produit un certain nombre de choses. Ça ne serait pas gênant, mais finalement, si on commençait par Trop fragile et qu'on revenait après sur Dors mon ange, on s'apercevrait qu'ils n'en sont pas au même stade de leur vie personnelle. Tout à fait. C'est tout. Mais l'enquête, pour l'histoire elle-même, l'enquête est autonome, il y a une chute, une fin, et le thème est différent dans chacun des romans. Ce sont des thèmes qui sont très forts, qui d'ailleurs peuvent basculer dans du dark. On parlait tout à l'heure avant que vous n'arriviez de cet aspect quand même très sombre, avec des sujets de société un peu hard, mais qui vous ont sans doute demandé beaucoup de recherche, parce que ce n'est pas quelque chose dont on est coutumier. L'idée c'était en fait, j'ai réfléchi à comment est-ce que je m'y prenais pour écrire quand je voulais écrire un roman. En fait, avant même de vouloir écrire une histoire, j'ai envie de parler d'un fait de société ou d'un aspect d'une pathologie. Je vais prendre par exemple la schizophrénie dont je parle dans un de mes romans. C'est des choses qui m'intriguent parce qu'en fait je pars du principe qu'un crime, quel qu'il soit, moi j'ai pas envie de parler de crimes qui seraient commis par des individus qui n'ont pas d'histoire, ou hasard et sans motivation. J'ai pas l'impression que ça puisse exister déjà. Je pense que le passage à l'acte, il a dû se passer d'autres choses avant quand même dans la vie des personnes qui passent à l'acte. Du coup, voilà, l'idée c'est de remonter dans la vie de ces personnages qui sont au départ des personnes et voir comment ce qui a pu se passer. Le mécanisme qui a entraîné ses conséquences. Ce qui a fait d'elles soit des criminels, soit des victimes, soit les deux. Parce que vous parlez beaucoup de bourreaux qui finalement étaient dans le passé des victimes. Oui, parce que je pense qu'encore une fois, l'histoire personnelle de chacun laisse des séquelles, forcément, et quand il y a des douleurs, la douleur, elle va forcément se développer au fil des années et construire la personnalité et faire que un assassin potentiel, faire de cette personne un assassin potentiel ou une victime, ou les deux, oui, je pense que c'est souvent les deux. Mais c'est souvent le cas, oui, c'est souvent un bourreau qui était une victime et qui a basculé. Et vous en parlez très bien, comme vous parlez très bien également
du passage de la prison et de la manière dont on peut essayer justement de faire en sorte que ces personnes comprennent qu'il faut se réinsérer, changer. Moi, je vais vous dire, je ne me pose pas la question en ces termes-là, réellement. C'est vraiment toujours donc, le personnage au centre de l'étude donc, que je veux faire, et me dire quel genre d'expérience peut faire de ces personnes des criminels ou des victimes. Alors, je vous ai parlé de la schizophrénie. Il me semble que le passage en prison, justement, c'est aussi quelque chose de... Enfin, c'est fort, quoi. C'est une expérience quand même terrible. Et vous parliez de recherche tout à l'heure, effectivement, quand j'ai envie d'écrire sur un thème, je vais lire beaucoup de choses, beaucoup de récits, regarder des reportages, essayer vraiment presque de me mettre dans la peau de ces personnes, et pour ensuite les faire agir dans mes romans. Et il se trouve que souvent, dans les récits que dans tous les témoignages que je peux lire, j'ai des éléments qui me disent « Ah bah tiens, bah là, c'est comme ça que ça va se passer. Ouais, il va se passer ça, parce qu'il s'est passé ça réellement dans la vie de ce personnage, enfin de cette personne, parce que ce sont des récits de personnes réelles. Et bah tiens, je vais m'en servir pour qu'il se passe telle chose dans mon roman. Enfin bon, c'est un peu vague tout ce que je dis, mais je comprends, ça veut dire que le coupable est choisi à l'avance. Le gros travail consiste à savoir pourquoi il a cette psychologie, pourquoi il va passer à l'action, et du coup de se renseigner sur les causes qui font soit qu'il est malade, soit qu'il est sociopathe, soit que c'est une vengeance, et toutes les raisons possibles et imaginables. Et après, vous greffez là-dessus pour construire par exemple sa famille, pour voir quel est son entourage, pour lui construire un parcours, pour savoir dans quelle école il a pu, par exemple, étudier, être victime de ceci ou de cela, ou oui, c'est une recherche sur le terrain. C'est une recherche, c'est au fil des pages, au fil de l'écriture. Après, une fois que c'est lancé, j'ai vraiment plus beaucoup de recherche à faire. Une fois que j'ai eu tous les éléments, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps avant d'écrire. Beaucoup de temps, c'est 6 mois, hein? C'est 2. Ça peut être 2, oui, 3, j'en sais rien. D'accord. Ouais, parce que maintenant, il faut que je prenne vraiment le temps d'ingurgiter tout ça, de laisser décanter, avant de pouvoir vraiment me lancer en sachant vraiment où je vais. D'accord. Parce que souvent, c'est quand même vraiment l'entourage qui a un rôle et qui est partie prenante de l'histoire personnelle de ces personnages. Au final, c'est important pour vous qu'il y ait des frères, des sœurs, des naissances parfois qui sont sous X, parfois des enfants qui ont été élevés par d'autres que leurs parents. Je pense que déjà le point de départ, famille, c'est déjà énorme. Il y a déjà un terreau inépuisable, parce que je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les familles, mais je pense que dans beaucoup de familles, il se passe des choses, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on cache, et puis des choses qui se produisent. Qu'il y ait des frères et sœurs ou qu'on soit enfant unique, à chaque fois il y a quelque chose à apprendre dans tous les cas. Donc oui, la famille, c'est vrai que c'est quelque chose... je crois pas qu'il y ait un de mes romans dans lequel j'évoque pas la Oui, je pense vraiment que c'est déjà Camille elle-même. Une clé qui revient. Et la famille de Camille également, elle est très intéressante. Elle a des liens très compliqués avec ses deux sœurs, très différents avec la grande sœur et la petite. Et elle fait quasiment un déni sur beaucoup de pans de son passé. On s'aperçoit qu'elle découvre des choses la concernant comme si elle avait oublié des bribes de son histoire. Jusqu'au prénom des fois de ses neveux. Elle ne sait quasiment pas comment ils s'appellent. Ouais, mais je pense que ça aussi c'est... Elle est rejet peut-être. Non, je suis pas sûre que ce soit un rejet, mais bon, elle est déjà une relation très distante avec sa sœur aînée, donc, qui est la mère de ces enfants-là. Et forcément, c'est... Enfin, après, son retour à Montbrison fait qu'elle va se rapprocher. Petit à petit, on suppose que vous allez nous donner beaucoup d'éléments sur son passé. Voilà, mais c'est ça en fait, je pense que quand on a vécu des choses douloureuses, j'invente rien, la mémoire traumatique,
ça existe, hein, le fait de vouloir, pas de vouloir oublier, mais d'oublier. Oui, c'est intentionnel. Ce n'est pas intentionnel. Voilà, c'est une façon de se protéger. C'est le subconscient qui vous protège. Voilà. Et du coup, au niveau de tout ce mécanisme psychique, que ça soit par exemple dans le déni, que ce soit pour déformer des souvenirs, que ce soit pour occulter par exemple de la maltraitance ou du harcèlement, etc., vous vous êtes beaucoup intéressé à tout ce qui était psychique? Oui, quand justement ce genre de thème m'intéresse, je vais lire des témoignages, beaucoup de témoignages, des récits, des autobiographies, des choses, et vraiment construire mon personnage grâce à tout ça. Le cerveau est extrêmement c'est inépuisable, riche, c'est pareil. Et il permet de nous inculquer beaucoup de leçons de vie. Je pense à une phrase que vous aviez écrite sur le séjour en prison de l'un des personnages dans le dernier roman Trop fragile, où il nous dit que finalement, vu qu'ils sont coincés entre quatre murs, une des échappatoires, ça va être le rêve et l'évasion, les souvenirs. Il pense à des champs de coquelicots, et il dit que d'autres préfèrent prendre des substances pour essayer justement de se briller le cerveau, ou que d'autres se tournent vers la religion pour avoir au moins cette bouffée d'oxygène, de rencontrer quelqu'un et de pouvoir discuter de la rédemption, etc. Le cerveau, c'est finalement une ressource formidable. C'est ce qui fait que j'ai envie d'écrire des polars. C'est pour parler de ça, justement. C'est pas pour décrire des scènes de torture horribles, de sang qui gicle. C'est pas ça. Un petit peu des scènes de torture aussi. Oui, il y en a un petit peu, c'est sûr. Mais c'est pas ma recherche principale. Après, si j'arrive à écrire ces scènes-là, c'est parce qu'il y a eu tout un cheminement, qui fait que je suis arrivée à cette scène-là, mais c'est pas mon objectif. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ces personnages, d'après ce qui peut se dérouler dans leur cerveau, d'après leur passé, tout ça. Ça, c'est passionnant à faire. Oui, parce qu'à contrario, tout ce qui relève du corps, vous dites souvent que c'est pratiquement une prison. Je pense notamment aux personnes qui sont en situation de handicap, qui sont piégées dans leur corps, qui ne se reconnaissent plus, qui ont l'impression d'être devenues des fois monstrueuses ou de ne pas pouvoir susciter le désir, etc. Et qui disent « mon corps me fait souffrir, mon corps est une prison ». Et finalement, mon âme, elle reste belle, elle reste libre. Et il y a beaucoup de mes personnages, je ne sais pas si vous avez remarqué, que j'aime beaucoup le paradoxe. Oui. Et du coup, j'aime bien qu'un personnage qui se sent libre soit en fait, au contraire, prisonnier, et vice-versa, par exemple. C'est des choses que j'aime bien mettre, les ambivalences comme ça, que j'aime bien mettre au jour dans mes romans. Et j'ai l'impression de le faire, mais sans le décider. Là, c'est encore une fois, c'est quelque chose. Et là, vous parlez d'un personnage qui est physiquement, qui a subi des choses. Son corps est atrophié, et pourtant elle est libre, mais elle voudrait vivre une histoire d'amour et se dévoiler. Et vraiment, se dévoiler, c'est vraiment le mot en plus, je pense, avec son conjoint. Et malheureusement, elle est prisonnière de ça parce qu'elle ne peut pas lui montrer son corps, elle a honte. Alors que c'était lui le prisonnier au départ. C'était lui le prisonnier, voilà, c'est ça. On a cette ambivalence aussi sur la fragilité. Est-ce qu'elle est physique, est-ce qu'elle est psychique? Et on l'a sur d'autres thèmes. Le titre, on l'a même avec parfois la profession de personnages très secondaires. Hein. Je ne parle pas des personnages principaux. D'ailleurs, on essaiera de ne jamais spoiler aucune des histoires. Mais par exemple, le rôle de l'avocat qui des fois défend quelqu'un dont il est intimement convaincu qu'il s'agit d'un coupable et qui se dit « je suis là justement pour rendre la profession humaine, faire ça avec équité, lui offrir la meilleure des protections, la meilleure des défenses, et une peine qui soit du coup en rapport avec la faute commise, puisque faute il y a, mais on sent quand même que ces personnages sont torturés de savoir que finalement ils défendent parfois celui qui est du côté du mal, entre guillemets, s'il y avait du mal et du bien, et qu'ils le font justement pour la beauté, pour le bien. C'est ça, et c'est ce tiraillement permanent des êtres qui ressentent une chose et qui doivent en faire une autre, qui doivent montrer autre chose. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment complexe et très intéressant à traiter. Ouais. Comme ces personnages, en fait, qui peuvent des fois aider le diable, pour utiliser une métaphore, et qui le font pour de belles raisons, mais qui ne se doutent pas des conséquences atroces de leurs actes.
Donc on a cet intérêt pour la complexité et la psychologie de ces personnages. Et sur trame de fond, Camille qui est pimpante, exubérante, et qui fait ses expériences de la vie avec sa petite sœur Alexia, qui sont charmantes l'une et l'autre. Et puis, donc dans les romans et au travers de ces 4 thrillers, on sent quand même toute cette documentation, cette recherche, et le fait que vous avez demandé à des professionnels, que vous êtes rapproché de personnes qui pouvaient vraiment vous orienter pour que les procédures soient très authentiques, notamment du coup toute la phase gendarmerie, et même à un moment vous parlez d'une brigade qui fait des recherches fluviales. Oui, en fait, c'est vrai que le fait d'avoir rencontré les gendarmes, ça m'a permis quand j'avais des questions à poser, j'étais toujours en contact avec eux, j'avais toujours la possibilité de leur soumettre des questions très pratiques. Il se trouve que j'avais besoin. On peut toujours écrire une scène sans avoir assisté réellement à quelque chose, mais c'est vrai que là, pour le coup, j'avais envie vraiment de voir comment ça se passait. Et il se trouve que j'ai eu la possibilité, oui, d'assister à un repêchage. C'était une voiture ? Non, alors en fait, ils recherchaient je crois que c'était je sais plus si c'était une moto ou un vélo, je sais plus qui avait été jeté dans la. Il y avait eu un crime quelconque, je ne me souviens plus, je ne sais plus, mais ils avaient jeté un cambriolage et ils avaient jeté le véhicule dans l'eau. Bon. Et donc les gendarmes de la brigade fluviale intervenaient. Les hommes grenouilles ont plongé. Et ça a été. Moi, je remercie énormément les gendarmes de Montbrison qui m'ont permis, justement, qui m'ont contacté là, ce jour-là. Et, je fais un petit clin d'œil à Fabrice qui m'a appelé, qui m'a dit on fait une intervention si ça t'intéresse d'assister. Bien sûr, je suis partante tout de suite. Voilà, c'est des choses. C'est du vécu et oui, du coup, ça donne plus de crédibilité à la manière de sympa, je trouve que aussi dans le métier, je ne sais pas si je peux dire. C'est un enrichissement personnel aussi, savoir comment les choses se passent. Tout à fait, voilà. Donc la prochaine fois, c'est quoi, une autopsie ? Alors ça, j'y ai pensé, et franchement, j'avais même pris des contacts, mais je ne suis pas sûre que je serais capable. Non, je pense que je vais me contenter si j'ai ce genre de scène. En plus, franchement, je n'ai pas non plus envie d'être trop technique. Il m'arrive de lire des romans dans lesquels, justement, il y a des scènes d'autopsie qui sont décrites de manière hyper technique, hyper détaillée. J'ai pas forcément envie de ça. Ça perd un peu de la poésie et de la beauté du texte. Voilà. Moi, c'est pas ce qui m'attire. Alors, certains aiment ça, ok. C'est pas trop mon truc à moi. Donc, non. Je préfère encore, même quelque part, rester vague sur certaines choses. Et encore une fois, moi, c'est plus tout ce qui est psychologique qui me. Mais c'est vrai qu'il y avait les hôpitaux, il y a eu la prison. On a l'impression que vous êtes allé faire un tour à chaque fois et que vous savez de quoi vous parlez. Oh, les hôpitaux, oui, j'ai eu une petite connaissance. La prison, non, je ne connaissais pas. Et là aussi, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à ça. Hein. C'est-à-dire, j'ai demandé simplement si je pouvais visiter en tant qu'auteur et ça a pu se faire. Donc, c'était super. Le directeur de la prison de la Talaudière, maison d'arrêt de la Talaudière, m'a reçu pendant une après-midi. J'avais préparé 1000 questions et j'ai posé mes 1000 questions. J'ai eu mes réponses et voilà. Puis j'ai pu visiter les locaux, entrer dans les cellules. C'est vrai que c'est un endroit tellement particulier. On ne peut pas s'imaginer, quand on a envie d'écrire ce que ressent un détenu dans 9 mètres carrés, je pense qu'on peut avoir une petite idée. J'ai lu beaucoup de témoignages, encore une fois, de récits d'un journaliste notamment qui s'était mis dans la peau d'un maton et qui a très bien décrit l'univers carcéral. Mais je me dis, tout ce qui est les sons, les odeurs, le ressenti qu'on a quand on est dans ce lieu, on ne peut pas l'avoir autrement qu'en y allant. C'est pour ça que ça a été une expérience enrichissante. Quand on y est, on se dit on n'a pas envie d'y rester. Donc, mais je suis ravie d'avoir pu le faire. Et d'avoir pu, quelque part, donner un petit peu à mon personnage le ressenti que j'avais eu ce jour-là. Et j'allais demander, ça n'a pas forcément un grand rapport, mais les prisonniers lisent-ils ? Parce qu'on sait qu'il y a des ateliers en prison, notamment des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre, etc. J'aimerais bien savoir que les prisonniers ont lu mon roman, ça me ferait plaisir. Je l'ai envoyé au directeur de la prison, je ne sais pas s'il l'a fait passer.
Il y a beaucoup d'analphabétisme en prison. Moi, j'ai découvert des choses sur vraiment la prison, c'est quelque chose. On revient sur le thème de l'éducation, Ouais. qui est un grand thème de société. Donc quand même beaucoup de recherches, vous avez donné d'autres personnes, comme vous dites, vous êtes allé même voir sur place comment les choses se passent, notamment en prison, puisque c'était pas forcément un domaine vers lequel vous aviez des centres d'intérêt ou des informations. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui ont été abordés dans ces 4 romans pour lesquels il y a eu des recherches plus complètes et plus difficiles que d'autres, ou bien c'est à chaque fois un enjeu de se dire je vais partir encore sur une nouvelle direction, un thème qui n'a pas été abordé Ça c'est un challenge à chaque fois de se dire j'aimerais bien parler de quelque chose de nouveau, qui a pas... Après, c'est difficile justement de trouver des choses qui n'ont jamais été abordées, donc pour l'instant, je suis encore dans la recherche pour le prochain. Dans la recherche du 5e alors ? Alors le 5e, est-ce que ce sera un nouveau Camille Orsay ? Je ne peux pas vous le dire, D'accord. Je ne sais rien encore. J'ai très envie de continuer dans le thriller, mais après, je ne suis pas sûre que ce sur quoi va aboutir ma pensée sera possible dans un Camille Orsay. Ça pourra être quelque chose de complètement différent, ça pourra se passer à Boston, j'en sais rien. Voilà, mais pour l'instant, je ne décide de rien en fait. Je laisse venir les choses. D'accord, c'est intuitif et vous verrez si Camille se réveille du jour au lendemain et vous dit non mais je veux connaître la suite des aventures. Après, c'est vrai que j'ai des personnes qui me disent alors à quand le prochain, donc ça me fait, quelque part ça me motive aussi à... Mais pourquoi pas faire un peu des deux, autre chose que du Camille Orsay et pourquoi pas, donc, en parlant d'autre chose, sur la fin, donc sur les 2 derniers romans, peu à peu on avait l'impression que vous vous dirigiez quand même vers une ouverture vers la spiritualité. Elle retrouvait une amie d'enfance dont la nièce était médium et elle commençait même à avoir quelques flashs qui éventuellement pouvaient orienter l'enquête. Donc dans cette voie-là, j'ai su que vous aviez aussi écrit une petite comédie qui parlait de fantômes et qui va être jouée le 2 avril à la Passerelle à Saint-Just-Saint-Lambert. Alors en fait, quelque part, ça n'a plus rien à voir avec mes histoires policières, puisque je pense que le Covid est passé par là. Une période un peu difficile. Moi, quand Trop Fragile a été terminé, j'ai pas pu le sortir parce que on était en pleine crise du Covid, on était confinés. Et par la suite, on n'a pas pu faire de salon, puisque moi j'aime bien être présente sur les salons littéraires, et plus de salon, plus rien. Et ça, quelque part, ça a fait une cassure. Souvent, quand j'ai terminé un roman, j'embraye un peu assez rapidement sur le suivant. Là, pour le coup, j'ai perdu le fil, le rythme. Voilà. Et puis je me suis dit, mais je sais pas, j'avais plus envie d'être dans la noirceur, j'avais envie de quelque chose de gai, justement, de drôle. Et j'avais cette idée d'écrire pour le théâtre aussi, parce que j'avais envie d'écrire quelque chose donc, de drôle, comédie, et je me dis que le théâtre se prête bien à ça, quoi. C'est plus, vraiment le visuel plus que l'écrit. Donc voilà, il se trouve que j'ai rencontré une troupe qui a été intéressée par mon projet, et j'ai écrit carrément cette pièce pour eux. D'accord. La pièce a été écrite pour la troupe. Oui. Elle n'existait pas à l'état brut et ensuite... Voilà, non, j'avais une idée en tête d'une histoire de fantôme. D'accord. Je savais que ça serait une histoire de fantôme, j'avais quelques pistes. Une histoire de fantôme et une nuit de noces, hein, c'est ça ? Et une nuit de noces, et il se trouve que j'ai beau dire que... Les deux ne sont pas ensemble et c'est justement ce qui est intéressant. Oui, parce qu'en fait, juste pour dire quelques bribes sur la pièce, c'est l'histoire en fait un fantôme qui occupe l'aile d'un château qui était inoccupé. Sa nièce en fait reprend le château et restaure cette partie désaffectée pour faire des suites nuptiales en fait, pour recevoir des personnes, des riches familles qui viendraient passer leur voyage de noces et leur nuit de noces en tout cas, leur lune de miel. Lune de miel, merci. Et visiblement, ça va être une lune de miel avec un intrus, donc un fantôme qui va
Et voilà, donc Gâché, la comtesse, le fantôme de la comtesse qui est dérangé forcément, donc qui s'agace de cette présence d'importuns et qui va faire en sorte de leur gâcher le séjour. Et il se trouve qu'il y a une petite histoire un peu policière là-dedans, parce que le jeune marié a une attitude un petit peu étrange vis-à-vis de sa jeune épouse dès qu'elle n'est plus là. Il a des conversations un peu particulières au téléphone, on sent qu'il se trame quelque chose. Et donc le fantôme va être là pour déjouer toutes ces tentatives qu'il va essayer de... D'accord. Donc c'est une pièce qui va être jouée le 2 avril, c'est ça? Oui. C'est adressé à des enfants, à un public adulte? Non, c'est une pièce tout public. Tout public? Tout public, c'est une comédie. À partir de quel âge du coup? Franchement, je pense que à partir de 10 ans, à partir du moment où on comprend... c'est drôle, j'espère. Donc ça peut s'adresser, c'est vraiment tout public. D'accord. Donc là, si je résume les choses, puisque nous allons devoir nous quitter, vous avez écrit 4 thrillers. On ne sait pas encore s'il y aura un 5e livre avec les aventures de Camille Lorset. Pour le moment, donc les 4 sont déjà disponibles et vous avez repris le chemin de ces salons et de ces rencontres qui vous font du coup la possibilité de voir le public. Et puis à côté, il y a cette pièce qui va être jouée au mois d'avril et pour laquelle vous la recommandez à tous les plus de 10 ans qui ont envie de s'amuser, passer un bon moment et de mélanger le côté comique avec une enquête de manière à savoir comment les choses vont se résoudre pour ce couple de jeunes mariés. Tout à fait. J'ai bien résumé les choses. C'est parfaitement bien. Et bien, on attend avec impatience, en tout cas, le prochain roman, qu'il s'agisse de Camille ou qu'il s'agisse d'un nouveau personnage. Et si vous êtes en phase de recherche, comme vous le laissez entendre, on est très curieux de savoir à quoi ça va aboutir, puisque c'est très bien documenté et souvent, ça permet vraiment de rendre une sorte d'énigme avec une complexité qui n'est pas banale, où on s'aperçoit que le personnage a été vraiment travaillé et a vraiment souffert et on attend qu'une chose, c'est de savoir du coup quel va être le prochain et on sera ravis à ce moment-là. On sera ravis à ce moment-là que vous reveniez sur Rive FM et que vous nous en parliez dans l'émission prochaine. Voilà, merci beaucoup Françoise, on va se quitter. Et puis aux auditeurs, je leur dis à très bientôt puisque dans 15 jours, nous parlerons poésie.